La conversation d'aujourd'hui va être centrée sur une notion que vous connaissez peut-être, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est la notion d'égrégore et la notion de champ morphogénétique. Et vous allez voir à quel point ces notions méritent d'être revisitées pour que nous puissions ensemble continuer le nettoyage des écuries d'Augias. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 129 du 7 mars 2022. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour poursuivre cette réflexion que j'ai initiée avec vous il y a 15 jours à partir du mythe des travaux d'Hercule et en particulier ce travail qui consistait à nettoyer les fameuses écuries d'Augias qui étaient peuplées non pas de bœufs, mais finalement qui étaient peuplés de cavales, d'après certaines traditions qu'on ne retrouve pas nécessairement toujours dans les premières recherches que l'on fait, mais j'ai trouvé ça très éclairant d'apprendre qu'effectivement ces écuries étaient peuplées de cavales, ces cavales étant des entités qui créent des pensées parasites nauséabondes qu'il était nécessaire de nettoyer. Et finalement, en méditant sur cette notion de cavale cette semaine, et en lisant vos nombreux commentaires, au moment où je vous parle, vous venez de dépasser 800 commentaires sur la chaîne privée, et quelques dizaines de commentaires sur ma chaîne Odyssée. En méditant donc sur cette notion de cavale, je me suis dit, en fait, je pourrais en tout cas vous proposer une série assez importante de conversations du lundi autour du thème de nettoyer. Donc c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez dans le titre de cette conversation d'aujourd'hui, nettoyer 3, entre parenthèses, puisque c'est la 3e vidéo que je fais sur la notion de nettoyage. Alors, je ne vais plus vous parler des écuries d'Augias, mais je vais partir de cet élément effectivement lié aux cavales, dont les excréments ont été nettoyés par les 2 fleuves divins, qui étaient Alphée et Pénée, qui représentent l'un et l'autre, respectivement, le côté masculin et le côté féminin, le côté de la force de vie, la force martienne, et la force de l'amour, qui est la force vénusienne. Et en méditant là-dessus, je suis en train de me répéter, mais enfin bon, c'est pour vous dire que j'ai médité là-dessus, je me suis dit, mais finalement, ce serait peut-être
le premier nettoyage que nous devrions faire. Alors, je vous ai déjà suggéré de surveiller la manière dont vous vous perdiez dans un certain nombre de jugements. Et Dieu sait comme c'est difficile, effectivement, de vivre une semaine complète sans émettre de jugement. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas éprouver des sensations désagréables, qu'on ne peut pas dire qu'on est choqué, qu'on est triste, qu'on est révolté, qu'on est en colère, qu'on est désemparé, etc. Mais de là à basculer dans le jugement, il y a une non-prise de responsabilité qui est à l'œuvre et qui fait que finalement, nous en sommes à nous comporter davantage comme des victimes du monde extérieur plutôt que de prendre la responsabilité de l'impact que ce monde extérieur a sur nous. Et c'est là où je me suis dit que finalement, le nettoyage le plus urgent, ce n'est même pas, comme je vous l'ai déjà suggéré la semaine dernière, ce n'est même pas de nettoyer le monde de tous les aspects de corruption, mais ce serait d'abord de nettoyer le monde de la pollution mentale que nous émettons tous et toutes à des degrés divers. Et je dirais que plus on est inconscient, plus on est sous l'emprise de nos émotions non contrôlées, non gérées, non assumées, plus nous contribuons à générer une pollution mentale qui va être récupérée d'une manière ou d'une autre, d'une part par cette minuscule minorité de criminels, psychopathes, milliardaires, mais d'autre part qui va nourrir et qui va influencer, qui va parasiter l'ensemble de la collectivité humaine. C'est-à-dire que finalement, nous devenons, d'une certaine manière, et je vais vous l'expliquer dans quelques minutes de façon plus précise, en émettant des pensées parasites, nous nourrissons ce qu'on pourrait appeler dans certaines traditions ésotériques un égrégore de pensées parasites, mais cet égrégore, c'est un peu comme un nuage gris qui va nous retomber dessus en une pluie de pensées négatives qui va faire qu'alimenter nos propres émotions négatives, ou en tout cas nos propres émotions désagréables, qui vont à nouveau alimenter l'égrégore. C'est-à-dire, c'est un peu comme si nous étions dans un cercle vicieux qui s'auto-entretient, où plus nous avons des pensées négatives, plus nous avons des émotions désagréables, non assumées, non contrôlées, plus nous allons nourrir cet immense nuage qu'on appelle un égrégore, et plus cet égrégore va nous emprisonner dans la prison dans laquelle nous nous plaignons justement d'être prisonniers. Et finalement, en ne contrôlant pas nos pensées, ou en restant enfermés dans ce qu'on appelle un mental inférieur, qui est autant entretenu aussi par des émotions inférieures, des émotions parasitantes, eh bien nous devenons nos propres geôliers, si vous voulez. Et nous facilitons la tâche de cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires, puisque nous devenons les geôliers de notre propre prison. Et finalement, eux, ils n'ont plus rien à faire, si ce n'est entretenir, grâce à la complicité de ces parasites nuisibles que sont les médias mainstream, les émotions de peur, par exemple, et l'ignorance de la population. Parce que finalement, si on y réfléchit, qu'est-ce qui pollue à ce point l'espèce humaine? C'est les énergies de peur, mais ces énergies de peur sont permises par l'ignorance qui est entretenue volontairement par cette élite mondiale, et je mets des guillemets à l'élite. En tout cas, ce sont des gens qui se croient être l'élite, mais qui sont en réalité une minuscule minorité de criminels, psychopathes, milliardaires. Mais plus nous sommes dans l'ignorance, plus nous sommes susceptibles d'être entretenus dans la peur. Si on se rapporte à il y a quelques siècles de cela,
un certain nombre de phénomènes physiques, un certain nombre de phénomènes naturels n'étaient absolument pas compris, et comme ils n'étaient pas compris, ils n'étaient pas maîtrisés. À partir de là, ça effrayait tout le monde. Lorsqu'il y avait un orage, avec des éclairs et du tonnerre, eh bien la population était effrayée, parce qu'elle ignorait quelle était l'origine de ce phénomène, et ignorait aussi comment s'en protéger. Je vous donne un autre exemple. Chaque fois qu'il y avait une éclipse solaire totale, ça donnait lieu à un certain nombre d'interprétations, très souvent maléfiques, puisque le soleil était obscurci, et à ce moment-là, la population ignorante, inculte, ignare, se disait que le ciel allait leur tomber sur la tête. D'ailleurs, vous vous souvenez que Astérix le Gaulois et son village ne craignaient rien, sauf que le ciel leur tombe sur la tête. Sinon, pour le reste, ils avaient leur druide Panoramix qui était là pour leur donner au bon moment la potion magique pour pouvoir se défendre de l'envahisseur. Et donc, ils n'avaient qu'une seule peur. C'était que le ciel leur tombe sur la tête. Mais c'est intéressant que le scénariste Goscinny ait trouvé cet élément parce qu'effectivement, ça nous ramène à toutes les superstitions que la population a eues pendant des siècles par rapport à un certain nombre de phénomènes. Mais ce qui serait illusoire, c'est de croire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période de lumière et nous sommes dans une période où toute la réalité nous a été explicitée et expliquée. En réalité, on est très loin du compte. On est vraiment très loin du compte. D'ailleurs, en préparant cette vidéo d'aujourd'hui, je me suis amusé à faire la liste d'un certain nombre de mensonges qui sont crus par l'immense majorité de la population. C'est hallucinant. Alors, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais ça fera l'objet probablement des prochaines conversations du lundi, où je vais prendre un à un plutôt, puisque je vais vous parler de mensonges. Je vais prendre un à un chacun des mensonges qui sont établis par le discours dominant comme étant la vérité indiscutable. Et c'est vraiment intéressant de se dire que nous qui nous croyons évoluer actuellement, nous les êtres éduqués, nous sommes maintenus dans le mensonge, dans toute une série de sphères de la vie humaine et de la vie sur cette terre. Ce n'est donc pas étonnant que l'on puisse aussi facilement maintenir les populations dans un état de peur permanente, dans un état de sidération permanente, parce que tout simplement, il suffit de s'appuyer sur l'ignorance qui est savamment entretenue depuis toujours. Parce que depuis toujours, il y a eu une caste de sachants qui réservaient à leurs enfants les meilleures écoles, et y compris l'initiation au savoir hermétique, c'est-à-dire, Hermès, c'est l'hermétisme, c'est les connaissances cachées au vulgus, comment est-ce qu'on les appelle maintenant, vulgus pecus, donc le peuple vulgaire, si vous voulez, et c'est cet enseignement à deux vitesses, si vous voulez, c'est cet enseignement où il y a une dégradation de la qualité de l'enseignement de plus en plus grande depuis au moins les années 60, comme je vous le disais dans une de mes conversations du mois de décembre ou janvier. Et puis, par ailleurs, il y a des écoles qui sont strictement réservées à l'élite et, en plus, des sociétés secrètes qui transmettent un certain nombre de savoirs que les médias mainstream qualifieraient
de patascience, de pseudoscience, d'ésotérisme de bas étage, et que les médias mainstream ont été dressés pour moquer toutes les personnes qui osent parler de ces connaissances, alors que ces mêmes connaissances sont maîtrisées et sont enseignées au sein de cette minuscule minorité de criminels psychopathes milliardaires. Donc, c'est assez vexant, je dirais, que lorsque moi, par exemple, je vous parle de la déconnexion de l'âme d'un certain nombre de personnes qui se sont fait injecter par ces pseudo-vaccins Pfizer, Moderna ou les autres, je me fais incendier et ridiculiser par les médias mainstream, les fact-checkers, les débunkers, qui sont dans une ignorance crasse totale ou qui sont payés pour maintenir cette croyance dans ce que j'ai appelé dans la conversation numéro 111 le réductionnisme technoscientiste, pour nous faire croire que tous ces phénomènes qui échappent à l'observation de nos cinq sens sont des phénomènes non seulement inexistants, mais qui relèvent de la fantaisie la plus délirante, pour lesquelles il vaudrait mieux enfermer les gens qui tiennent ce genre de propos dans des asiles psychiatriques. Mais en même temps, les gens qui sont à la manœuvre, ces marionnettistes, maîtrisent sur les bouts des doigts tous les phénomènes occultes. Ils savent très bien comment utiliser le son, ils savent très bien comment utiliser les pouvoirs psychiques, les pouvoirs paranormaux, ils savent très bien comment utiliser les symboles, ils savent très bien comment utiliser les couleurs et la combinaison des couleurs. Donc, toutes ces choses qu'on nous reproche à nous lorsque on les met en avant sont maîtrisées, évidemment, par les marionnettistes. Mais ils ne veulent évidemment pas que ces savoirs soient diffusés dans la populace. Et c'est là que je me suis dit, ben oui, en fait, la solution pour contrecarrer toutes ces manœuvres qui tendent à instaurer un gouvernement totalitaire mondial, ce serait de retravailler à la diffusion la plus large possible et la plus juste possible de connaissances au sein de la population et enseigner aussi aux personnes, aux populations, comment ne plus être piégé par des émotions de peur, des émotions de colère, qui parasitent et qui nous enferment et qui nous maintiennent dans un mental inférieur. Donc si vous avez compris mon propos, j'aimerais simplement vous faire part de 3 choses qui me sont venues à l'esprit et qui me sont revenues en mémoire de choses que j'avais lues il y a 10, 15, 20, 30 ans et dont je ne m'étais plus beaucoup occupé ces dernières années, je vous avoue. La première chose dont je voudrais vous parler, c'est la notion d'égrégore. La notion d'égrégore, c'est quelque chose qui est diffusé dans les connaissances ésotériques, dans les connaissances hermétiques, où l'on dit que toutes les pensées émises par les êtres humains alimentent une espèce de nuage de pensées qu'on appelle un égrégore. Et donc cet égrégore est l'enregistrement, si vous voulez, énergétique de toutes les pensées émises par les êtres humains. C'est comme si c'était un réservoir psychique, si vous voulez. Et ce réservoir psychique, si on est capable de se brancher dessus et de l'orienter d'une certaine façon pour l'utiliser, eh bien, on peut l'utiliser
pour manipuler des masses populaires. Et c'est ça, les secrets dont cette minuscule minorité de criminels psychopathes milliardaires ne veulent pas partager avec le reste de la population, c'est comment on manipule ces égrégores qui sont fournis gratuitement par tous les êtres humains, dans une espèce de vampirisme, si vous voulez, énergétique, mais c'est un vampirisme dont nous sommes, chacun et chacune, les victimes et en même temps les bourreaux. Parce qu'en fait, d'une certaine façon, au niveau de notre libre arbitre, nous ne sommes pas obligés de contribuer à cette alimentation permanente de l'égrégore qui va nous retomber dessus parce que nous ne sommes pas capables, par contre, d'aller nous brancher sur l'égrégore et de le diriger d'une certaine façon sur nous-mêmes pour obtenir notre soumission, pour obtenir notre mise en esclavage, pour obtenir nos maladies, pour obtenir, et pas seulement nos maladies physiques, mais nos maladies psychiques et nos maladies spirituelles, pour nous entretenir dans toute une série, finalement, de conditionnements qui font l'affaire de ceux qui veulent, effectivement, nous maintenir en esclavage. Et ce qui est intéressant dans cette histoire d'égrégore, c'est que lorsqu'on fait des méditations de groupe, la probabilité que toute l'énergie qui est dirigée par cette méditation de groupe où on se dit on va envoyer de la lumière sur la planète, on va envoyer des énergies d'amour sur la planète, etc. Eh bien, de nouveau, je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais des personnes qui ont des qualités parapsychiques que je n'ai pas personnellement, moi je n'ai que des intuitions. Mais ce sont des intuitions qui très souvent m'ont sauvé la vie et je ne dénigre pas du tout cette faculté qui s'est développée à l'intérieur de moi depuis plus de 40 ans. Mais par contre, je ne suis pas capable d'opérer des voyages astraux, je ne suis pas capable de me projeter dans d'autres dimensions de la réalité pour aller justement vérifier ce que je suis en train de vous dire. Mais comme j'ai un certain nombre de témoins directs que je connais personnellement qui m'ont raconté les mêmes choses, je pense qu'on peut accepter cela comme une hypothèse de travail, je dirais. Ce n'est pas une vérité, c'est une hypothèse à laquelle on peut effectivement réfléchir. Et effectivement, ce que ces gens me disent, c'est que lorsqu'il y a des grandes méditations qui sont organisées, la plupart du temps, toute cette énergie qui est mobilisée, qui est émise par cet immense réseau de personnes en méditation et à qui on a proposé de diriger leurs intentions sur une cible précise, des intentions d'amour, des intentions de paix, etc., eh bien, tout ce flot énergétique peut très bien être récupéré par les artisans de l'ombre qui sont au service de cette minuscule minorité de criminels psychopathes milliardaires, pour détourner cette énergie, pour la récupérer à leur profit et pour la retourner contre nous. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté les syntonisations. Parce que vous êtes nombreux à me dire régulièrement, et je le lis souvent dans les commentaires sous les vidéos, sous les conversations du lundi, « Jean-Jacques, ce serait bien que tu reprennes les syntonisations. » Alors, j'avais quand même mis un certain nombre de protections par rapport aux syntonisations que j'animais avec vous en direct, et je vous encourageais aussi à ne pas vous relier les uns aux autres au moment où vous visualisiez le futur auquel vous aspiriez. Parce qu'à partir du moment où il n'y avait pas de phénomène de groupe, où simplement vous faisiez votre syntonisation
de façon individuelle en vous reliant à ce qui fait chanter votre cœur à vous, personnellement, individuellement, c'est-à-dire à être dans une relation avec votre propre ligne de futur, je m'étais dit qu'il y aurait beaucoup moins de risques à ce que toute l'énergie mobilisée dans ces syntonisations soit récupérée par les forces de l'ombre. Mais j'ai été interpellé par plusieurs personnes à la suite de ces syntonisations qui m'ont dit « ça ne marche pas ton affaire » et malgré tout, il y a une déviance, il y a une déviation de ces énergies. C'est donc la raison pour laquelle je ne reprendrai pas ces syntonisations. Moi, je ne peux que vous encourager à faire un travail de nettoyage de vos propres schémas mentaux et de vos propres parasitages émotionnels. Donc ça, c'est la première chose que j'avais envie de vous dire. Bon, je pourrais développer évidemment cette notion d'égrégore, mais je vous encourage à faire vos propres recherches, à taper sur Internet égrégore et à aller lire un certain nombre de choses que vous pourriez aller lire. Moi, je ne fais que ouvrir des portes ici, je ne fais que ouvrir des pistes, et puis après, vous en faites ce que vous voulez. Alors, cette notion d'égrégore, je l'ai retrouvée dans les travaux d'un chercheur anglais qui s'appelle Rupert Sheldrake. Et Rupert Sheldrake a proposé en tant que biologiste et en tant que scientifique la notion de champ morphogénétique. Alors, morphogénétique, ça vient du grec. Vous savez que j'adore l'étymologie. Donc, morphine, ça veut dire la forme, hein, la morphologie, polymorphe, hein, qui a différentes formes, etc. Bon, donc, morphine. Et génétique, c'est le verbe genao qui veut dire engendrer. Donc un champ morphogénétique, c'est un champ qui engendre la forme. Et je vous encourage vraiment à vous intéresser aux travaux de Rupert Sheldrake. Si vous ne connaissez pas ses travaux, il a écrit plusieurs livres tout à fait passionnants qui défient justement les explications rationnelles que l'on peut donner en science à certains phénomènes. À un tel point que Rupert Sheldrake a été mis un peu, si vous voulez, au banc de la communauté scientifique parce que, de nouveau, il osait sortir du réductionnisme technoscientiste qui consiste à dire que seuls n'existent que les phénomènes que l'on peut observer avec des machines scientifiques ou avec nos 5 sens ordinaires. Pourtant, ce qu'il décrit, il a même écrit un livre dont je ne me souviens plus du titre, mais c'est 12 expériences incroyables au niveau des animaux. Enfin bon, si vous tapez Rupert Sheldrake, bon, je vais vous le mettre à l'écran. Donc, dans ce livre, il décrit un certain nombre de phénomènes dont les animaux sont tout à fait capables et qui sont totalement inexplicables par la science rationnelle, comme le comportement des pigeons, le comportement des chiens qui sentent à quel moment leur maître va arriver, alors que le maître est encore à 1 kilomètre et on ne peut pas expliquer ça par le bruit du moteur de la voiture, etc. Il y a aussi les animaux qui pressentent à l'avance les tremblements de terre ou les tsunamis et qui vont se réfugier dans la montagne pour échapper à la catastrophe. Ce sont tous des phénomènes qu'il est strictement impossible d'expliquer par la science rationnelle, et pourtant ces phénomènes sont observables. Il y a aussi quelque chose qui est assez amusant et qui m'a été confirmé d'ailleurs par mes professeurs de physique à l'époque où j'étais étudiant, où lorsqu'on fait une recherche dans différents laboratoires du monde, par exemple des recherches sur des nouvelles structures cristallographiques, donc on essaye de forcer la nature à s'organiser de manière différente sur le plan atomique pour avoir une nouvelle structure cristalline, si vous voulez. Mais ça,
on peut faire des essais pendant des années parce que bon, on est à l'échelle des atomes. Donc on ne peut pas, avec un crayon ou avec une pointe ou avec son doigt, dire « Allez, organisez-vous de cette façon-là, vous, les atomes de carbone, les atomes de silicium, les atomes de manganèse, etc. » On ne peut pas le faire. Voyez? Et donc on fait des essais, on met des champs électromagnétiques autour, etc. Et puis ça peut durer des années d'échecs dans les différents laboratoires qui travaillent sur une nouvelle structure cristalline. Et puis à un moment donné, le miracle s'accomplit enfin, et dans un laboratoire, à Moscou par exemple, on parvient pour la première fois à créer cette nouvelle forme cristalline, ce nouvel arrangement cristallographique. 6 mois plus tard, le laboratoire de Los Angeles, qui travaillait sur les mêmes problèmes depuis des années, réussit la même performance, alors qu'il n'y a pas eu de transmission du germe cristallin, parce qu'en fait, une fois qu'on a un germe cristallin, si vous voulez, vous le mettez dans un plasma, enfin, c'est même pas un plasma, c'est une espèce de liquide, si vous voulez, dans lequel il y a tous les composants, et puis il suffit à ce moment-là de jeter dans ce plasma, on va l'appeler comme ça, je sais que c'est pas le terme exact, on va jeter un germe qui est déjà arrangé, et ce germe va faire que tous les autres atomes vont copier la structure qui était dans ce germe pour être faite. Bon. Donc ça, ce serait facile si le laboratoire de Moscou envoyait un échantillon de quelques millimètres carrés du cristal pour que les gens de Los Angeles fassent la même expérience. Mais non, ils ne le font pas. Ils gardent bien ça pour eux et ils développent les techniques de création de cette nouvelle structure cristalline. Mais 6 mois plus tard, boum, à Los Angeles, on réussit aussi la même performance. Puis 2 mois plus tard, à Johannesburg, un autre laboratoire de physique du solide réalise la même expérience. Et puis un laboratoire à Delhi, par exemple, à New Delhi, décide de se lancer lui aussi dans cette recherche et en quelques jours parvient à partir de rien, à réaliser la même structure cristalline. Et ça, ce que je vous raconte, c'est tout à fait documenté, hein, c'est pas une histoire, une belle histoire, hein, a fairy tale, une histoire de conte de fées. Non, 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 c'est vraiment comme ça que ça se passe. Il n'y a aucune explication rationnelle pour expliquer pourquoi, pendant des années, des dizaines de laboratoires essayent de réaliser quelque chose et personne n'y arrive. Mais à partir du moment où il y a une personne qui y arrive, 6 mois plus tard, il y en a une deuxième, puis 2 mois plus tard, il y en a une troisième, puis quelques semaines plus tard, il y en a une quatrième, et puis quelques jours plus tard, il y en a une cinquième, une sixième, une dixième, une vingtième, et finalement, tout le monde parvient à faire quelque chose que les laboratoires n'avaient pas réussi à faire pendant des années. C'est là où Rupert Sheldrake a proposé la notion de champ morphogénétique, en disant, finalement, à partir du moment où un humain réussit pour la première fois à concrétiser dans la matière et dans le monde à 3 dimensions, dans le concret, une structure géométrique particulière, c'est comme si, associé à cette structure, il y avait un champ. Alors, pour ceux qui ne sont pas scientifiques, évidemment, il faut que je vous explique ce qu'est un champ. Un champ, c'est quelque chose de tout à fait virtuel. Donc, un champ, on ne peut pas l'observer. On peut juste observer les effets de ce champ dans le monde du réel. Par exemple, un champ électromagnétique, vous ne pouvez pas l'observer, c'est impossible à observer. Par contre, ce champ électromagnétique, si vous mettez une bobine de fil, eh bien vous allez créer un courant ou un champ magnétique, ça dépend. Enfin, ou un courant magnétique. Le champ gravitationnel, vous ne pouvez pas
le voir. Par contre, si je prends quelque chose et que je le lâche, eh bien, ce quelque chose va être attiré par le centre de la Terre à cause du champ gravitationnel. En tout cas, ça c'est la théorie classique. Parce que je remets de plus en plus en doute, comme d'autres physiciens, cette notion même de champ gravitationnel et que peut-être ce phénomène qu'on a expliqué jusqu'à présent par l'intermédiaire du champ gravitationnel est peut-être un phénomène qui est d'un autre ordre. Mais bon, ça nous éloignerait trop loin aujourd'hui, donc je vais rester dans cette notion de champ. Donc en fait, le champ, c'est quelque chose dont on perçoit les effets sur le réel, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas observer. Le champ morphogénétique, c'est un peu comme si le fait d'avoir réalisé à un endroit de la planète, pour la première fois, une structure cristalline nouvelle, avait généré un champ associé à cette structure qui contient le blueprint, comme disent les anglophones. Le blueprint, c'est un peu la... Je ne sais pas comment le traduire, mais c'est une espèce de plan, si vous voulez. C'est comme un plan d'architecte. C'est un plan de construction. C'est un canevas. Vous voyez, le blueprint, on pourrait peut-être le traduire par un canevas. Mais ce qui est intéressant, c'est que le champ n'est pas limité par les contraintes de l'espace et du temps. Donc, à partir du moment où, à Moscou, ils ont réalisé quelque chose au niveau d'un laboratoire de physique du solide, c'est un peu comme s'ils avaient envoyé dans une autre dimension de l'espace le blueprint, le plan de construction, le champ morphogénétique, disponible jusqu'aux confins de l'univers, et pas seulement jusqu'aux quatre coins de la planète, mais jusqu'aux confins de l'univers. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est disponible pour l'ensemble de l'humanité. Et donc, le laboratoire de Los Angeles va profiter du fait qu'il y a, de façon encore très très imperceptible, très peu énergétique, le plan de construction et d'aménagement et d'organisation des différents atomes, et qui fait que ça va leur prendre moins de temps, parce que le plan, vous pouvez imaginer, si vous voulez, un plan d'architecte, mais dessiné avec un crayon très très fin, et où on n'a pas appuyé. Donc en fait, on ne lit pas très bien encore ce plan. Mais à partir du moment où Los Angeles a lui aussi réalisé les mêmes structures cristallines et répète l'expérience encore et encore, c'est un peu comme si on repassait sur les traits du plan de construction avec un crayon de plus en plus gras, de plus en plus fort, ce qui fait que du coup, à Johannesburg, on a de moins en moins de difficultés à lire le champ morphogénétique et à réaliser l'expérience. Ce qui fait que du coup, à New Delhi, ils ont encore moins de difficultés à lire le plan parce que le plan est de plus en plus, je dirais, il est de plus en plus confirmé et il est de plus en plus visible et accessible parce qu'on a retracé les traits de plus en plus, si vous voulez. C'est un peu comme... c'est un peu comme les ornières, si vous voulez. Quand vous passez sur un terrain où il n'y a pas de route, le premier véhicule qui passe, il ne va quasiment pas laisser de traces. Et si vous êtes en train de poursuivre un véhicule dans l'obscurité ou dans le brouillard, ça ne va pas être très facile de trouver les traces de ce véhicule, si vous voulez. Et il va falloir vraiment être très très attentif pour savoir qu'à ce moment-là, il a tourné vers la gauche ou vers la droite parce qu'il n'y a pas de chemin. Mais si 10 véhicules se sont suivis les uns les autres, il va y avoir de plus en plus d'ornières de plus en plus profondes. Les ornières étant de plus en plus profondes, c'est d'autant plus facile pour un 11e véhicule. Bon, il y a intérêt à ce que ce soit un véhicule 4x4 quand même, pour suivre la trace des 10 premiers véhicules.
Ben, c'est la même chose au niveau des pensées. C'est-à-dire que nos pensées créent des champs morphogénétiques. Si nous créons des pensées d'amour, eh bien, individuellement, nous créons un blueprint, nous créons un champ morphogénétique qui fera que des pensées d'amour, de bienveillance et de respect seront plus facilement accessibles pour des personnes de notre entourage avec qui nous sommes en résonance que si nous n'avions pas généré ces pensées d'amour, de bienveillance et de respect. Ce qui fait que ça nous renvoie à notre responsabilité individuelle, cette notion de champ morphogénétique. Donc, autant je reste méfiant par rapport à ces grands rassemblements virtuels de méditation au niveau de la planète, mais écoutez, si je me trompe ou si vous avez des arguments intéressant à m'opposer à propos de cette notion de détournement de l'énergie des rassemblements de méditation mondiale, je suis tout à fait prêt et demandeur de vous lire et surtout de lire les références que vous pourriez me donner, parce que peut-être la semaine prochaine, je pourrais alors vous en reparler de façon plus approfondie. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de capacité, moi, à aller vérifier ce genre de propos. Ce sont juste plusieurs personnes qui m'ont rapporté que c'était un phénomène assez courant de dévier et de récupérer un peu comme des vampires l'énergie positive qui avait été mobilisée par une méditation de groupe et de l'utiliser à des fins de destruction. Par contre, là où je pense ne pas me tromper, c'est à partir du moment où vous êtes individuellement un être qui rayonne la bienveillance, l'amour, le respect, la compassion. Je suis certain que les personnes avec qui vous êtes en résonance vibratoirement auront plus de facilité à entrer dans cette même fréquence. C'est une question de résonance de fréquence. Je vous ai déjà parlé des résonances de fréquence justement à l'époque où je vous avais parlé des syntonisations. Et pour moi, cette explication, elle reste tout à fait valable. D'ailleurs, quand on dit « Ah ben, elle et moi, ou lui et moi, ou eux et moi, nous étions sur la même longueur d'onde ». C'est un phénomène vibratoire, c'est un phénomène énergétique. Et plus nous sommes sur cette même longueur d'onde, plus nous créons un champ morphogénétique. Mais sans essayer de projeter notre énergie sur une cible extérieure. Et je pense, mais c'est intuitif ce que je vous dis, je pense que à partir du moment où on fait ce travail à l'intérieur d'une communauté, mais pour simplement élever nos propres vibrations et pas essayer de projeter notre amour sur Poutine, sur Macron, sur Biden, sur Trudeau et compagnie. Non, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de me mêler de cela et de prendre le risque d'être vampirisé au passage parce qu'il y a des gens qui récupèrent mon énergie. Mais par contre, si je suis bienveillant vis-à-vis des personnes qui m'entourent, si je suis bienveillant vis-à-vis de vous, qui m'écoutez et qui participez de façon de plus en plus active à ces conversations où j'ai tellement de plaisir à découvrir tous les liens que vous me donnez parfois beaucoup de travail et parfois j'ai pas le temps d'aller cliquer sur tous les liens. Et d'ailleurs, je vous demanderai, quand vous me donnez un lien, de me faire une courte description du lien que vous me donnez. Parce que parfois, le simple fait de faire un copier-coller pour aller voir dans un autre onglet ce dont vous me parlez, puis je me dis, ah, je l'ai déjà vu 10 fois cette vidéo. Donc, merci de prendre soin de mon temps et donc de me dire,
voilà, je te propose, il y en a beaucoup qui le font, hein, et vous le faites de plus en plus d'ailleurs, de me dire, voilà, il y a une vidéo qui parle de ceci, ou il y a un article qui parle de ceci, etc. Et voici le lien. Ça, je l'apprécie au plus haut point, sachez-le, parce que ça me permet, moi, de continuer à élever moi aussi mon niveau de connaissance, mon niveau de conscience et mon niveau de compétence. Et donc je peux vous le restituer plus tard lorsque j'ai intégré ces informations nouvelles que j'ai reçues. Mais donc mon intuition, c'est que tant que la bienveillance, l'amour, etc. restent connectés avec les personnes de notre entourage, avec les personnes de notre famille d'âme, sans essayer de projeter sur les gens qui ne font pas partie de notre famille d'âme, à mon avis, ils ne peuvent pas vampiriser notre énergie. Et vous voyez, cette notion de champ morphogénétique, ça va très loin parce que pendant des années, je me suis beaucoup intéressé au phénomène de mort imminente. À l'époque, on appelait cela les NDE, les Near Death Experiences, qui avaient été mis en lumière en premier lieu par le docteur Raymond Moody dans les années 70. Et depuis lors, on a rebaptisé ça des expériences de mort imminente, hein, EMI, sur lequel il y a énormément de travaux qui ont été faits. Bon, évidemment, les rationalistes de la secte du réductionnisme technoscientiste disent que tout ça c'est de la foutaise et que ça n'existe pas. Mais bon, on a maintenant des centaines de milliers de témoignages de gens qui disent avoir fait une expérience de continuum de leur conscience alors qu'ils étaient morts cliniquement, alors que l'électrocardiogramme était plat et que l'électroencéphalogramme était plat, et ils sont capables de décrire de façon très précise ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, non seulement dans la pièce où ils étaient en réanimation, mais aussi parfois de ce qui se passait dans la pièce d'à côté ou dans la salle d'attente où il y avait leur famille qui était angoissée, qui se demandait s'ils allaient vivre ou s'ils allaient mourir. Et où ces personnes parfois essayaient de rassurer leurs proches en leur disant « mais je vais très bien, regardez, je suis ici », et évidemment n'avaient pas la possibilité de rentrer en contact. Bon, tout ça, de nouveau, c'est balayé d'un revers de main par les rationalistes, mais bon, on va les laisser dans leur ignorance et leur connerie. Mais ce qui est intéressant, parce que je me suis beaucoup passionné pour cette question depuis plus de 30 ans, j'ai énormément de livres d'ailleurs sur ces phénomènes de conscience post-mortem, sur le livre des morts tibétains, le livre des morts égyptiens, sur ce qui se passe entre deux vies, les travaux de Michael Newton, entre autres, un bouquin qui n'est plus disponible malheureusement, qui s'intitule « Un autre corps pour mon âme » et qui décrit en fait tout le chemin de l'âme entre la mort et la conception dans la vie suivante. Tout ça, ça m'a beaucoup passionné, mais un des bouquins qui m'a beaucoup passionné aussi, c'était un reportage fait par Patrice Van Hersel, un bouquin qui s'appelle « La source noire ». Ce livre-là, par contre, il existe encore. Et dans « La source noire », il fait état du fait que plus il y a eu de compétences au niveau du milieu médical pour ressusciter, entre guillemets, pour réanimer des personnes qui faisaient des expériences de mort imminente. Enfin bon, on ne le savait pas qu'ils faisaient une expérience de mort imminente. Simplement, on a récupéré des gens qui étaient morts cliniquement. Voilà, hein, c'est plus juste de le dire comme ça. Mais plus la médecine a été capable de ramener à la vie des gens qui étaient morts cliniquement, plus on a eu des témoignages de personnes qui décrivaient des expériences de mort imminente, c'est-à-dire un continuum de conscience. Alors, je précise encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres conversations du lundi, mais toutes les personnes qui étaient en état de mort physique, de mort clinique, n'ont pas fait d'expérience de mort imminente. Premier point. Deuxième point, toutes les personnes
qui sont mortes cliniquement et qui sont revenues à la vie n'ont pas fait l'expérience du tunnel de lumière. Deuxième point. Troisième point, toutes les personnes qui sont mortes cliniquement n'ont pas vécu des expériences de mort imminente positives. Parce qu'on décrit très souvent ces expériences comme des expériences fabuleuses où tout le monde est passé par un tunnel de lumière et où des personnes de leur famille qui étaient déjà décédées les attendaient, où il y avait un ange, l'ange gardien qui les attendait pour dire et où les personnes disaient « j'ai été baigné d'amour, j'avais pas envie de revenir, etc. Mais on m'a dit que ma mission n'était pas terminée et j'ai été rappelé dans mon corps, etc. » Bon, ça c'est une partie des expériences. Mais il y a des gens qui ont fait des expériences extrêmement traumatisantes et extrêmement désagréables. Voilà. Donc, je remets les choses au point pour ceux qui n'auraient jamais, qui ne se seraient jamais intéressés à ce genre de phénomène. Mais là où je veux en venir, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que ceux qui vivaient l'expérience complète du tunnel de lumière, d'être baigné dans une lumière d'amour, d'être en relation avec des personnes décédées ou un ange gardien ou un guide spirituel qui enseignait certaines choses à la personne qui était en train de faire cette expérience et puis où la personne revenait. En fait, on s'est rendu compte, et ça, Patrice Van Hersel le décrit très bien dans son livre, on s'est rendu compte que certaines personnes, après cela, avaient vécu des transformations vraiment impressionnantes sur le plan physique, guérison spontanée de cancer, guérison spontanée de diabète, guérison spontanée de maladies dites incurables, avaient vécu des transformations parfois sur le plan psychique, des dépendances à l'alcool, à la drogue, etc., des schizophrénies, guéries totalement, et avaient perdu totalement la peur de la mort. Et vivaient des états psychiques, spirituels, que beaucoup de yogis indiens mettaient toute une vie pour éventuellement l'atteindre, sans être sûr même de l'atteindre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où de plus en plus de personnes ont fait ces expériences de mort imminente, et vivre des états mystiques tels que seuls les grands yogis atteignaient après une vie entière de méditation et de jeûne et d'ascèse et tout ce que vous pouvez imaginer, eh bien, plus on a eu des personnes qui vivaient ce genre d'expérience sans le chercher, parce que ces personnes ne faisaient pas nécessairement de la méditation avant de vivre leur expérience de mort clinique, eh bien, plus ça a été facile pour les méditants de la religion, de la philosophie bouddhiste, par exemple, ou de la philosophie tibétaine, d'atteindre ces états d'illumination spirituelle, mystique, en de moins en moins de temps. Donc c'est comme si les morts cliniques, vécues avec l'expérience complète, avaient renforcé le blueprint, de nouveau, c'est-à-dire le champ morphogénétique, qui aidait finalement les méditants bouddhistes ou shintoïstes ou tibétains, etc., à atteindre l'illumination en beaucoup moins de temps que leurs prédécesseurs avaient mis pour arriver au même stade d'évolution. Et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Parce que ça voudrait dire que, individuellement, nous pouvons contribuer à générer un nouveau champ morphogénétique si simplement nous apprenons à nous éloigner au niveau du mental de toute cette ignorance, de toutes ces fausses informations, de toutes ces informations angoissantes, et que nous nourrissons de façon permanente
notre quotidien d'amour, de respect, de bienveillance, de compassion. Et je dirais que les êtres du monde entier, que ce soit les Irakiens, que ce soit les Afghans, que ce soit les Ukrainiens, que ce soit toutes les personnes qui se sont fait injecter, que ce soit toutes les personnes qui souffrent d'un état dictatorial ou d'un état totalitaire. Vous n'avez pas besoin, c'est ça mon message d'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de projeter des intentions d'amour, de bienveillance, etc. Faites confiance au champ morphogénétique, mais qui sera un champ morphogénétique qui sera incontrôlable par ces satanistes de l'autre côté. Parce que vous ne préviendrez pas en disant « Hey, on fait une méditation tel jour à telle heure ». Bah oui, mais tu penses bien que eux, ils rappliquent à ce moment-là. Mais si chacun d'entre nous maintenant, nous choisissons, et c'est vraiment un choix conscient, de commencer notre journée simplement en ayant des pensées de gratitude. Alors ça peut être 3 pensées de gratitude, ça peut être 10 pensées de gratitude. C'est-à-dire de commencer votre journée en disant quelles sont les 3 choses, quelles sont les 10 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude ce matin. Et ça peut être des choses très simples. J'ai de la gratitude d'avoir de l'eau chaude dans ma salle de bain le matin. C'est un exercice que je fais. Chaque fois que j'allume mon robinet, je me dis, bon sang, dire qu'il y a plus d'1 milliard de la population qui n'a pas l'eau courante encore aujourd'hui et qui n'a même pas d'eau tout court. Et doit faire parfois 10, 15, 20 kilomètres pour aller chercher de l'eau pas mal trouble et pas mal polluée. J'ai de la gratitude d'avoir de l'eau chaude dans ma salle de bain le matin, même s'il fait moins 30 à l'extérieur. J'ai de la gratitude d'être en santé. J'ai de la gratitude d'avoir une femme qui m'aime. J'ai de la gratitude d'avoir une famille qui n'a pas été déchirée par les conflits provoqués par le covidisme et où toute la famille est restée non seulement unie, mais personne de ma famille ne s'est fait injecter. J'ai de la gratitude pour ça. J'ai de la gratitude parce que j'entends le vent dans les arbres et je trouve ça beau. J'ai de la gratitude de voir la blancheur de la neige et la magie de ces petits animaux qui parviennent à survivre pendant 6 mois dans des froids intenses et dans la neige et malgré tout, ils parviennent à se nourrir. J'ai de la gratitude d'avoir tous mes esprits. J'ai de la gratitude d'être en santé à l'âge de presque 61 ans. Vous voyez ? Illuminez, commencez votre journée par cela. Et ne vous préoccupez pas du reste. Mais sachez que, en faisant cela, et pendant la journée, en ayant des attitudes de compassion, des attitudes de respect, des attitudes de bienveillance, de douceur, vis-à-vis des personnes que vous croisez, même les personnes qui sont dans la peur, surtout des personnes qui sont dans la peur, des personnes qui portent encore leur masque, même lorsque les masques ne sont plus obligatoires dans certains pays. De la compassion pour les personnes qui se sont fait injecter par résignation parce qu'elles ne voulaient pas perdre leur travail et parce qu'elles voulaient continuer à prendre soin de leur famille. Ayez de la compassion pour ces personnes-là. Vous n'êtes pas obligé de poser des gestes, mais simplement d'être habité par ce rayonnement, cette douceur, cet amour, ce respect, cette bienveillance. La bienveillance, c'est veiller sur le bien. Eh bien, allons-y. Nous voulons nettoyer les écuries d'Augias. Je pense que nous avons un excellent terrain d'entraînement actuellement. Et observons
nos émotions. Et chaque fois que nous rentrons dans des émotions de peur, je dirais qu'un des bons antidotes de la peur, c'est la connaissance. Moi, j'ai écouté des dizaines d'heures ces 2 dernières semaines pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de ce conflit ukrainien. Et quand j'ai compris quelles étaient les intentions de Poutine, quand j'ai compris les enjeux qui étaient là, les laboratoires bioterroristes qui ont été détruits par Poutine, etc., je me suis dit, ok, c'est bon. J'ai pas l'impression que Poutine a l'intention de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Oui, l'OTAN, eux, ils ont l'intention, mais Poutine ne va pas se laisser piéger par ça. Poutine fait le nettoyage, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. À partir du moment où j'ai cette vision-là, je ne suis plus dans la peur de la guerre. Je ne suis plus dans la colère. Je regarde les choses se passer et je dis « Ok, très bien, ils font ce qu'ils ont à faire. Moi, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. Et une des choses que j'ai à faire, c'est à continuer à vous offrir ces conversations du lundi, tous les lundis. Voilà. Et de le faire avec la plus grande sérénité possible. Je pense que vous êtes très nombreux à l'avoir remarqué, et ça m'a fait plaisir que vous l'ayez remarqué, c'est que j'ai de plus en plus de sérénité à l'intérieur de moi. Pourtant, j'aurais plein de raisons à ne pas être serein. On m'a bousillé ma chaîne YouTube, et qu'est-ce que ça me serait utile d'avoir une chaîne YouTube avec 500 000 personnes aujourd'hui. J'en avais 235 000 au moment où ils me l'ont supprimé en juillet 2020. Ils m'ont supprimé ma page Facebook dans laquelle j'avais investi énormément d'argent dans les années précédentes pour justement faire connaître mes activités commerciales. Ils m'ont supprimé ma page Facebook. J'aurais de quoi être très en colère et très décentré. Ils m'ont viré de chez Twitch, avec lequel je faisais les lives de l'info en question depuis jeudi dernier. J'aurais des raisons d'être en colère, mais je ne le suis pas. Et ma banque principale, la banque principale de mon entreprise, en Europe, ferme mon compte dans quelques jours, sans m'avoir donné la raison pour laquelle ils ont décidé de fermer ce compte. Mais j'ai l'intuition que c'est parce que je suis une personne dérangeante. Je pourrais même avoir peur que tous mes comptes soient bloqués à un moment donné et qu'on me coupe les vivres. Mais je sais aussi que lorsqu'on fait le bien, on bénéficie de certaines protections qui sont des protections non humaines. N'en déplaise à mes détracteurs qui vont se faire des gorges chaudes en disant « Ah, 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 il y a Crève-Cœur qui a de nouveau parlé du détachement de l'âme par rapport au corps et il dit qu'il est protégé par les anges. » Ben oui, vous êtes peut-être jaloux, hein, mais moi, je me sens protégé. Et c'est pour ça que je développe de plus en plus de sérénité, parce que je me dis que en faisant cela, je vous transmets sans avoir l'intention de vous le transmettre. Simplement, je crée un champ morphogénétique de bienveillance, de sérénité, de centrage, auquel vous allez pouvoir ajouter votre propre champ morphogénétique de sérénité, de centrage, de bienveillance, d'amour, de respect. Et si nous sommes des milliers à faire ça, petit à petit, vous allez voir dans votre entourage, les gens vont tomber eux aussi dans ce champ morphogénétique et vont avoir beaucoup plus de facilité à retrouver leur centrage et à sortir de la peur. Et en faisant ça, on va empêcher le nouvel ordre mondial de s'instaurer sur cette planète. Sans tirer un coup de feu, sans faire de manifestation, sans saboter quoi que ce soit, mais c'est le sabotage dont je vous parlais depuis quelques semaines. C'est du sabotage par l'amour et la bienveillance. Et vous allez voir, c'est nettement plus efficace que d'aller brûler des antennes 5G.
Peut-être qu'à un moment donné, il faudra demander la destruction de ces antennes. Et s'ils ne le font pas, on le fera nous-mêmes. Mais on n'en est pas à ce stade-là pour l'instant. Ce que nous avons à faire, c'est créer le champ morphogénétique. Voilà mes amis, j'espère que vous êtes inspirés. Donc moi, je suis très très impatient de lire plein de choses sous cette vidéo d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez observé pendant une semaine si vous avez fait l'exercice d'observer vos tendances à juger? Ça m'intéresse de savoir quel est votre bilan d'une semaine d'auto-observation. Si vous avez des renseignements valables, précis, documentés de préférence, sur ce qui se passe au niveau du détournement des énergies dans les manifestations de groupe ou dans les méditations de groupe, ça m'intéresse au plus haut point. Et puis, dites-moi aussi comment cette vidéo a résonné à l'intérieur de vous aujourd'hui. Et si elle a résonné à l'intérieur de vous, si vous pensez que ça peut faire du bien à d'autres personnes, eh bien, merci, comme d'habitude, de partager le plus largement possible cette conversation du lundi. Et je vous donne rendez-vous pour l'info en question de ce jeudi, où je ne sais même pas qui sera l'invité de jeudi, mais bon, en tout cas, je serai là au poste et je serai très heureux de vous retrouver pour continuer cette aventure passionnante de l'espèce humaine qui est en train d'accoucher d'elle-même et d'accoucher probablement d'une nouvelle humanité. Alors, prenez bien soin de vous, mais surtout, prenez bien soin de votre champ morphogénétique maintenant que vous savez qu'il existe, parce que ça peut faire une sacrée différence dans le plan par rapport au plan de cette élite mondiale, c'est que nous allons vaincre, mais nous allons vaincre par l'amour, la bienveillance, la compassion et le respect.